laisse la parole, c'est à vous, je vous en prie. Ok. Euh, Juste le rappel de contexte, mais je pense qu'on l'a tous en tête, c'est on doit transitionner vite et fort. Au niveau de l'Union européenne, on est en train d'inscrire dans les textes une baisse de 55% de nos émissions de gaz à effet de serre assez rapidement. Et à l'Assemblée nationale, on va reprendre les discussions sur un projet de loi climat résilience où il y a que 40% et qui a provoqué beaucoup de débats. Donc, mais le débat ou la question qui ne se pose pas aujourd'hui, c'est est-ce qu'on doit ou pas transitionner. C'est oui, on doit le faire. On va avoir une évolution de la réglementation européenne qui se retraduira dans notre droit français, bien évidemment, avec une nouvelle réglementation qui va augmenter l'efficacité énergétique d'une part et le développement des énergies renouvelables d'autre part. Ça, c'est des sujets qui font pleinement consensus par rapport à d'autres énergies où les pays membres s'écharpent. Et ce que je voulais vous dire finalement, c'est on n'a pas à attendre la prochaine réglementation pour agir et solariser ces bâtiments, ces parkings. On verra, je reviendrai juste après sur une réflexion par usage. Pourquoi Parce que le coût du photovoltaïque, notamment, a baissé de 90% depuis 10 ans et va continuer de baisser. Et si vous le faites pas pour l'écologie, vous pouvez le faire pour votre porte-monnaie. Ça va ensemble. Donc aujourd'hui, se prémunir contre les augmentations futures du coût de l'énergie, que ce soit le pétrole là, qui va de nouveau flirter avec les $100 le baril ou l'inflation qu'on voit sur le prix du gaz et demain avec les taxes carbone et sur le coût d'électricité qui va aussi crescendo, produire pour son propre besoin ou de la chaleur et ou de l'électricité solaire à domicile. C'est quelque chose aujourd'hui qui est tout à fait envisageable à portée de main et de bourse. Et il y a un certain nombre de dispositifs incitatifs d'aide qui vous permettent de passer le pas. On aura une réflexion finalement sur quel est mon besoin. Est-ce que j'ai besoin d'électricité? On en a toujours. Est-ce que j'ai besoin de chaleur? Oui, et dans quelle quantité? Parce que finalement, le solaire thermique au mètre carré est beaucoup plus productif. On a des rendements supérieurs à 80% par rapport au photovoltaïque qui au maximum aujourd'hui à 22-24%, donc il peut être utile de privilégier pour certaines applications de la chaleur solaire au photovoltaïque. On a y compris des panneaux solaires fabriqués en France qui font les deux, de la chaleur et de l'électricité, donc on peut hybridifier ses besoins. Donc on a aujourd'hui des solutions pour autoconsommer de la chaleur ou de l'électricité solaire à domicile qui sont parfaitement maîtrisées. Vous dire qu'avec le solaire thermique, le stockage est inclus. C'est le ballon d'eau chaude le plus souvent, ou des grands ballons de stockage, mais quand on parle de fourniture de chaleur solaire, c'est à la fois le générateur, qui sera un capteur solaire thermique, et en même temps le stockage pour un stockage journalier ou de quelques jours. Pour le PV, aujourd'hui, le photovoltaïque, ça fabrique de l'électricité avec le soleil. On a plusieurs formes de stockage possibles. Une forme nouvelle qui, j'en reviendrai plus tard, c'est la batterie sur roue, autrement dit la voiture électrique. Aujourd'hui, les voitures électriques sont parfaitement adaptées et on verra comment coupler photovoltaïque et électromobilité peut être intelligent pour transitionner plus vite. Je vois des expériences aujourd'hui sur du froid négatif. On a les logisticiens qui se posent plein de questions sur comment je vais avoir des bâtiments de stockage logistique froid hyper performants. Stocker dans du froid négatif, des frigories quand il y a du soleil, c'est partie des solutions qui sont explorées. Et enfin, on a aussi les batteries stationnaires, donc où ne cessent de baisser, tirées à la baisse par l'électromobilité et les gigafactories qui éclosent un peu partout dans le monde. Et on va y avoir arrivé, nous, les batteries de seconde vie de voitures électriques également. Quand elles ont baissé un peu en termes de rendement, on peut à la fois les reconditionner et les réutiliser en stockage stationnaire. Vous avez le stade de l'Ajax Amsterdam, comme ça, qui a plusieurs mégawattheures de stockage avec des batteries de LIF et de Zoé. J'allais vous dire que donc là, on a parlé usage, et l'usage, il est vraiment important, il faut le retenir. Il est au cœur d'une décret tertiaire qui impose à tous les bâtiments tertiaires de gagner en efficacité énergétique, moins 30, 40 ou 50% à des horizons 2030, 40 ou 50, et on se base sur la facture. Et en d'autres termes, vous avez une réglementation énergétique pour du bâtiment neuf qui est conceptuelle. On se base sur des ratios, on chauffe à 19 degrés alors que tout le monde a 22, donc la réglementation est complètement déconnectée du réel. Là, avec les réglementations qui s'imposent à nous, on part des usages réels
combien on consomme, et puis on va devoir gagner en efficacité énergétique. Et donc là, on est quelque part au cœur de l'économie, puisque nos investissements vont être comparés par rapport aux économies qu'on va pouvoir faire, et ce couplage intelligent entre des mesures d'efficacité énergétique sur l'éclairage, la ventilation, voire sur de l'isolation, et en même temps produire de l'électricité sur place qui va faire baisser la facture, et donc on importera moins du réseau, et donc on gagnera en efficacité par rapport à la réglementation, et on peut d'ores et déjà avoir des bâtiments qui seront conformes aux exigences 2030 ou 2040 en combinant différentes technologies. Je voulais ouvrir un chapitre qui me semble vraiment important. On a fait une étude avec l'AVER, l'association des véhicules électriques, qui est réalisée par Wavestone, un cabinet de consultants parisien sur la transition énergétique. C'est l'avantage qu'on a à coupler photovoltaïque en production locale et électromobilité. Un des gros avantages, c'est d'améliorer l'économie de l'électromobilité. Aujourd'hui, on peut gagner en termes de travaux, on peut gagner également en termes d'évitement de coûts de renforcement de réseau, donc à charge pour le consommateur, et puis d'abonnement derrière. On peut gagner donc en CAPEX et en OPEX en couplant les deux. Et avec un signal simple, on remplace du fioul, de l'essence et du gasoil par des électrons solaires produits localement. Donc, on peut pas mettre un puits de pétrole et une raffinerie par village en France, mais chaque village peut être équipé avec ses ombrières, ses toitures solaires pour alimenter des bornes de recharge. C'est de l'économie vertueuse. On améliore notre balance commerciale, et surtout, on lutte contre les émissions de CO2 dans le transport, en le liant avec la production d'énergie locale, solaire par essence. On a des nouvelles opportunités qui sont en train de s'ouvrir à nous avec l'autoconsommation collective, dont les régimes de puissance et le dimensionnement géographique ont été étendus. Ce qui est vraiment important, c'est le régime de puissance. Jusqu'à présent, l'autoconsommation collective était cantonnée à la basse tension. Et aujourd'hui, c'est l'ensemble du réseau électrique qui est concerné, donc y compris les consommateurs en HTA. Donc une cuisine, une école qui a une cuisine, ou un collège, un bâtiment tertiaire, supérette, supermarché, etc. Sont tous des gros consommateurs d'électricité qui sont aujourd'hui éligibles à l'autoconsommation collective, qui peuvent, s'ils ont des surfaces, je pense au supermarché, ils ont de larges parkings disponibles, et donc on peut solariser des parkings plutôt que de faire fondre le goudron. On va récupérer l'été, on va récupérer de l'électricité toute l'année, et donc le partager entre voisins. Et donc les voisins qui peuvent être d'autres entreprises, des voisins qui peuvent être du logement, du tertiaire. Donc on est capable aujourd'hui de pouvoir créer des micro-communautés, des communautés locales d'énergie, et qui demain, en plus de partager d'électrons, pourront se rendre des services énergétiques dans le domaine de l'isolation, du stockage, de flexibilité réseau, et aussi qui peuvent lutter contre la précarité énergétique. Aujourd'hui, quand on voit l'inflation sur le prix de l'électricité et les impayés et les précarités qu'on a dans le logement social et ailleurs, ça peut être pertinent de produire le moins cher possible, voire gratuitement, l'électricité sur un toit, et d'en faire bénéficier les locataires. Enfin, et j'en arrive au bout de mon temps des 10 minutes, quelque chose qu'on attend depuis 2 ans. C'est le nouvel arrêté tarifaire pour les puissances entre 100 et 500 kilos. On n'aura plus besoin de passer par un appel d'offres. Normalement, à partir du 4e trimestre de l'année, l'accord interministériel datait de la fin de l'année 2019. Ça se traduit dans la réalité lentement, on le déplore, mais le maître des pendules était à Bruxelles. Donc voilà, ça va faciliter grandement le déploiement d'installations et de projets. Et j'en ai terminé. Parfait, merci beaucoup d'avoir respecté ce timing. On dit à très vite, et bonne suite de Energies Forum à vous. Merci pour votre contribution. Merci. Bonne journée, au revoir.